Le parc national de Grand Teton est l'un des joyaux naturels du Wyoming, attirant des visiteurs de tout le pays grâce à sa magnifique chaîne des Tétons, sa faune, ses lacs et ses panoramas alpins. Plus de 3 millions de personnes affluent chaque année dans le parc pour créer des souvenirs inoubliables grâce à ses nombreuses activités de loisirs. Cependant, à de rares et tragiques occasions, certains visiteurs rencontrent des incidents qui conduisent à leur mort de manière très inquiétante. Voici 5 de ces morts troublantes et les histoires qui les entourent. Gary Falk était un homme de famille, marié et père de 2 jeunes fils, travaillant pour Exum Mountain Guides, une organisation qui accompagne des groupes jusqu'au sommet du Grand Teton. Pendant plus de 12 ans, Gary s'est consacré à son métier et passait ses étés dans le Jackson Hole du parc et ses hivers dans les montagnes de San Juan, au sud-ouest du Colorado, où il guidait également d'autres explorateurs à temps partiel pour une autre organisation. Le 23 juillet 2016, Gary entreprit une ascension de routine vers le sommet avec un groupe d'élèves participant à un programme appelé City Kids. Pendant la montée, aucun problème ne fut signalé et ils atteignirent le sommet comme prévu. Mais alors qu'ils commençaient leur descente de la montagne, un incident se produisit. Selon les rapports, la descente nécessitait l'utilisation d'un dispositif de descente par friction appelé ATC pour chaque personne. Cependant, Gary se rendit compte qu'il n'avait pas d'ATC en raison d'un réajustement de dernière minute des équipes d'escalade de son entreprise. Au lieu de demander de l'aide à son entreprise, Gary choisit une approche plus risquée pour résoudre le problème. Il prévoyait d'utiliser une corde d'assurage pour récupérer un ATC tombé qu'un accompagnateur avait perdu. Malheureusement, lorsque l'accompagnateur descendit en rappel pour récupérer l'ATC, le dispositif ainsi que la corde se coincèrent dans une crevasse lors de leur ascension vers le sommet. Malgré ce contretemps, Gary resta déterminé à résoudre le problème lui-même. Il tenta de déloger la corde et l'ATC coincés en les retournant dans la crevasse. Tragiquement, lors de cette tentative, Gary chuta soudainement d'une hauteur vertigineuse de 2400 pieds sur la paroi rocheuse implacable en contrebas. Le groupe avec lequel il se trouvait contacta alors la Teton Interagency Dispatch pour signaler sa chute, encore sous le choc et dévasté par l'incident. Immédiatement, les rangers du parc lancèrent un vol de reconnaissance en hélicoptère pour évaluer la situation. 2 rangers descendirent en rappel et marchèrent pour atteindre l'emplacement de Gary. À leur arrivée à l'endroit où Gary avait chuté, ils constatèrent qu'il était déjà décédé et n'avait pas besoin de soins médicaux. Ils commencèrent alors à organiser la récupération de son corps, qu'ils effectuèrent finalement à l'aide d'une ligne longue d'hélicoptères. Pendant ce temps, un autre guide d'Exum aida les clients de Gary à redescendre la montagne en toute sécurité. On pense que, pendant que Gary tentait de libérer l'équipement coincé, il s'était penché en avant depuis la paroi rocheuse, mettant de la tension sur son dispositif d'auto-assurage, appelé longe, qui était solidement ancré à sa corde de rappel. Malheureusement, la sangle tubulaire que Gary avait nouée en boucle avec un nœud de sangle pour s'attacher à l'ancre s'était dénouée, entraînant sa chute tragique. Cette théorie fut confirmée par les preuves recueillies par les rangers grimpeurs qui récupérèrent le corps de Gary. Ils avaient trouvé la sangle toujours attachée au harnais de Gary avec un nœud d'accroche, mais ces 2 extrémités n'étaient pas nouées ensemble comme elles auraient dû l'être pour former une longe. À la suite de la mort de Gary, l'Administration de la sécurité et de la santé au travail du Wyoming, OSHA, lança une enquête sur les pratiques de sécurité d'Exum Mountain Guide. Bien que l'OSHA ait déterminé que l'entreprise n'était pas directement responsable de la mort de Gary, car il utilisait son propre équipement, ils relevèrent des violations des règlements de sécurité. En particulier, l'OSHA critiqua Exum Mountain Guides pour ne pas avoir vérifié l'adéquation et le bon entretien de l'équipement de sécurité fourni par les employés et pour ne pas avoir établi de plan écrit pour limiter l'exposition des guides aux agents pathogènes transmissibles par le sang lors des procédures de premier secours. En conséquence de ces violations, l'OSHA imposa une amende de 7 350 $ et exigea que l'entreprise se conforme aux réglementations de sécurité mentionnées. Une campagne GoFundMe fut ensuite lancée pour soutenir sa femme et ses enfants, récoltant près de 200 000 $. Christine Sezinski avait passé des décennies de sa vie en tant que chanteuse d'opéra accomplie, se produisant dans des lieux prestigieux tels que Sydney, Venise et Tokyo. Non seulement elle était une grande chanteuse sollicitée par de nombreux opéras, mais Christine était également une multi-instrumentiste, maîtrisant avec talent le violoncelle et le corps d'harmonie. Cependant, à l'approche de la vieillesse, elle décida d'abandonner sa carrière et de s'installer à Victor, une petite ville située à l'extrême sud-est de l'Idaho. Là, elle apprit à piloter des planeurs et devint même instructrice, une activité qui renforça son amour profond pour la nature.
Le 9 juin 2018, elle entreprit l'un de ses habituels vols dans les airs, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Assis à ses côtés dans le planeur non motorisé se trouvait un ami nommé David Ross. Juste avant le décollage, Christine discuta de l'itinéraire prévu avec son pilote de remorquage, dont le nom demeure inconnu. À ce moment-là, rien ne semblait anormal et les conditions de vent étaient qualifiées de calmes. Ils effectuèrent même ensemble les vérifications avant le vol pour s'assurer que tout se déroulerait sans encombre. Finalement, le pilote de remorquage et son avion, accompagnés de Christine et de son planeur, décollèrent depuis un lieu en Idaho. Ils atteignirent bientôt les contreforts du Darby Canyon à 11 500 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec peu de portance à ce moment-là. Pendant tout le vol, le pilote de remorquage resta en communication radio avec Christine alors qu'ils cherchaient ensemble des courants ascendants pour gagner suffisamment d'altitude avant de libérer le planeur. Une fois qu'ils atteignirent une altitude de 13 800 pieds, Christine libéra alors le planeur, laissant le pilote de remorquage retourner à l'aéroport de départ sans incident. Christine était censée atteindre le point d'arrivée prévu dans l'heure suivant la libération du planeur. Cependant, elle n'arriva pas et ne tenta pas non plus de communiquer avec le bureau d'accueil pour donner des nouvelles de sa situation. Une heure après l'heure d'arrivée attendue, le responsable de la réception essaya de la contacter par radio, mais n'obtint aucune réponse malgré plusieurs tentatives. Il attendit un moment, espérant qu'un contact finirait par être établi. Comme cela ne fut pas le cas, le planeur fut déclaré en retard et une alerte fut émise à l'administration fédérale de l'aviation. Mais avant qu'une opération complète de recherche et sauvetage ne soit lancée, le propriétaire du Teton Aviation Center entreprit une recherche privée à l'aide d'un hélicoptère. Guidé par les dernières coordonnées téléphoniques connues de Christine, le planeur fut localisé coincé entre Middle et South Teton au-dessus du lac Iceflow à une altitude d'environ 10 800 pieds. Malheureusement, il était en mauvais état et semblait avoir heurté une crête sur le flanc de la montagne. Le Teton Aviation Center informa alors les autorités du parc de la localisation de l'épave. Une équipe de recherche et sauvetage atteignit par la suite les lieux, confirmant les décès de Christine et de son passager. Grâce à une opération d'hélicoptère avec une ligne longue, les dépouilles furent récupérées et transportées au bureau du coroner. Lorsque le rapport d'accident aérien fut finalement publié, il n'apporta aucune réponse claire, ne faisant qu'approfondir le mystère entourant l'accident. Les enquêteurs ne trouvèrent aucun signe de problème mécanique avant le vol, ni de composants structurels manquants. Ils affirmèrent également que le planeur était en état de navigabilité après avoir vérifié qu'il avait été correctement assemblé et que ses dossiers montraient un entretien adéquat. Il fut plus tard spéculé que Christine aurait pu perdre connaissance pendant le vol, bien que cela n'ait jamais été confirmé par les enquêteurs. Le mont Tewinnot est l'un des nombreux endroits du parc national de Grand Teton où de nombreux amateurs de randonnée se rendent habituellement. Parmi ceux attirés par ce défi se trouvaient Tyler Strandberg, Catherine Nix et Rebecca Anderson, trois amis partageant une passion commune pour la randonnée et les activités de plein air. Le 22 août 2015, elles décidèrent de gravir cette structure naturelle de 12 300 pieds, connue pour être le 6e sommet le plus haut de la chaîne des Tétons. Selon les rapports, le trio n'était pas novice en matière d'escalade et avait déjà affronté plusieurs autres montagnes par le passé. Lorsqu'elles entreprirent leur ascension par la face et du mont Tewinnot sans utiliser de corde, elles devaient se sentir confiantes et peu préoccupées par d'éventuels incidents. Il était également connu que la zone choisie pour grimper était classée 4.0 sur l'échelle de difficulté. Cette classification indique que, bien que de bonnes compétences en orientation, une expérience de l'alpinisme et de la prudence soient nécessaires, la zone n'est pas considérée comme hautement technique par les autorités du parc. Cependant, alors que le trio gravissait la montagne, elles perdirent de vue le sentier officiel. Un problème fréquent pour ceux qui avaient déjà emprunté cette route. Elles se retrouvèrent bientôt bien loin du chemin prévu, dans une zone beaucoup plus technique et dangereuse. Alors qu'elles tentaient de retrouver leur chemin, l'inattendu se produisit. Tyler et Catherine glissèrent d'une corniche et chutèrent de 200 pieds. Rebecca, restée seule, confuse et paniquée, ne pouvait ni continuer son ascension ni redescendre car elle se trouvait piégée sur une corniche précaire. Après un moment, elle prit l'initiative de contacter le centre de dispatch d'urgence avec son téléphone portable qu'elle avait encore avec elle. Elle leur rapporta l'incident, expliquant qu'elle avait essayé d'appeler ses amis sans obtenir de réponse, ce qui la poussa à craindre le pire. À la suite de son signalement, 3 rangers furent envoyés par voie aérienne à l'endroit où Tyler et Catherine auraient chuté. À leur arrivée, ils découvrirent que le pire s'était effectivement produit comme Rebecca le redoutait. Tyler et Catherine furent retrouvés inanimés, gisant sur la roche dure avec leur corps gravement mutilé.
Il était évident qu'elles avaient perdu la vie sur le coup. Après consultation avec le directeur médical du parc, les Rangers les déclarèrent mortes sur place. Ne pouvant plus rien faire pour Tyler et Catherine, les Rangers concentrèrent leurs efforts sur le sauvetage de Rebecca, toujours coincée sur une corniche. 2 des 3 Rangers, répondant à l'appel, escaladèrent un terrain escarpé et technique pendant environ 1 heure pour l'atteindre à une altitude de 11 300 pieds. Une fois arrivés auprès de Rebecca, ils la préparèrent pour l'évacuation et elle fut finalement ramenée en sécurité par l'un des Rangers. Pendant ce temps, le ranger restant descendit en rappel pour rejoindre son collègue à l'endroit où se trouvaient les corps de Tyler et Catherine. Leurs dépouilles furent ensuite évacuées vers le bureau du coroner et récupérées par leurs proches. Il fut révélé plus tard que l'ascension de la montagne faisait partie de la liste de souhaits estivaux de Catherine avant son départ prévu pour New York en septembre, où elle comptait poursuivre un doctorat en psychologie de l'enfant à l'université de Pace. Cette aventure fut le dernier souhait qu'elle tenterait de réaliser, entraînant la perte de sa vie ainsi que celle de son ami Tyler. En hommage à leur disparition, la famille de Catherine lui rendit hommage de diverses manières. Son frère honora sa mémoire en courant à sa place lors du marathon de New York quelques mois après l'accident. De plus, un ami termina la course du Leadville Trail de 100 miles, une épreuve à laquelle Catherine et Tyler avaient précédemment participé. Le 7 mars 2012, 2 amis, Chris Onuffer et Steve Romeo, partirent pour une excursion de ski hors piste vers le Peak Ranger, un sommet escarpé de 11 355 pieds situé à l'extrémité nord de la chaîne des Tétons. Tous deux étaient des skieurs expérimentés en hors-piste. Chris avait travaillé pendant des années à la station de ski de Jackson Hole, tandis que Steve, un blogueur passionné, documentait assidûment ses expériences de ski. Tôt ce mercredi matin, les 2 amis commencèrent leur expédition et devaient de rentrer le soir même. Cependant, ils ne réapparurent pas et furent présumés disparus après que Chris n'ait pas respecté son plan de récupérer son père à l'aéroport de Jackson ce soir-là. Avec l'absence de tout contact avec le centre de dispatch, il devint de plus en plus évident qu'il s'agissait d'un problème bien plus grave qu'une simple disparition. À minuit ce même jour, les Rangers du parc décidèrent de lancer une mission de sauvetage. Ils commencèrent par ratisser les points de départ des sentiers prisés des skieurs hors piste dans le district sud du parc, avant d'étendre leurs recherches au district nord à mesure que de nouvelles informations leur parvenaient. Le véhicule de Chris fut découvert près de la plage de baignade de Colter Bay peu après minuit 30 le jeudi suivant. Cependant, ni Chris ni Steve ne se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Malgré les recherches effectuées tout au long de la nuit, aucun signe de leur présence ne fut trouvé. À l'aube, un hélicoptère de recherche et sauvetage contracté fut déployé pour intensifier les efforts visant à localiser les skieurs disparus. Quelques heures seulement après la reprise des recherches, 2 rangers à bord de l'hélicoptère de sauvetage repérèrent une avalanche sur une crête formant le côté nord du canyon Waterfalls. Considérant cela comme une zone potentielle où Chris et Steve auraient pu être piégés, l'hélicoptère effectua une recherche minutieuse des débris de l'avalanche à l'aide d'un émetteur-récepteur suspendu en dessous pour détecter tout signal de balise d'avalanche. Rapidement, l'émetteur enregistra 2 signaux, suggérant la présence de personnes ensevelies sous la neige et les débris. Avec la position désormais déterminée, une équipe de 7 rangers fut transportée par hélicoptère pour commencer une recherche approfondie des débris. Avant midi ce jour-là, les corps sans vie de Chris et Steve furent découverts dans un couloir sur une crête formant le mur nord du canyon Waterfalls. Steve fut retrouvé à environ 150 pieds de l'extrémité de l'avalanche, tandis que Chris se trouvait à environ 1500 pieds au-dessus de Steve. Leurs corps furent soigneusement retirés d'une faible profondeur dans les débris. Ils furent d'abord transportés par hélicoptère vers un lieu accessible, puis transférés par motoneige pour être remis aux médecins légistes. L'enquête sur leur décès tragique révéla que Chris et Steve étaient probablement en train de monter avec des pots de phoque sur leurs skis lorsqu'une grande avalanche de neige meuble se déclencha, les projetant sur plus de 2000 pieds dans le couloir. Il fut également déterminé que la cause de leur mort était due à des traumatismes contondants, indiquant qu'ils avaient succombé instantanément lorsqu'ils furent frappés par l'avalanche. Après la mort des skieurs, la famille de Steve décida de relancer son blog, qui avait attiré des milliers de visiteurs avant l'incident tragique. Ils cataloguèrent méticuleusement les centaines d'itinéraires qu'il avait documentés au cours de sa vie. Ces itinéraires comprenaient des descentes dans les Tétons, les monts Wind River, la Sierra orientale, ainsi que dans divers endroits autour du monde, comme l'Antarctique, le Canada, l'Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud. Chris fut également chaleureusement commémoré comme un professionnel dévoué qui avait positivement influencé la vie de nombreuses personnes dans le parc.
Le 14 juillet 2014, Mary Margaret Bilieu se joignit à un groupe d'escalade guidé pour une ascension vers le sommet du Grand Téton, culminant à une hauteur impressionnante de 13 700 pieds. L'équipe était composée de Mary, de son partenaire d'escalade, et d'un guide expérimenté de Jackson Hole Mountain Guides. Ils entreprirent leur ascension aux premières heures du matin pour s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour parcourir la distance nécessaire et atteindre leur destination en toute sécurité. Étant donné que Mary et son partenaire étaient accompagnés d'un guide professionnel, il semblait peu probable qu'ils rencontrent de sérieux obstacles en chemin. Cependant, après seulement quelques heures de marche, Mary fut victime d'un accident inattendu. Alors qu'elle franchissait une section courte de l'ascension sous le Upper Saddle, à une altitude de 13 116 pieds, elle perdit pied et tomba du sentier, dégringolant jusqu'au bas du col. Le groupe d'escalade contacta immédiatement le centre de dispatch pour demander de l'aide et des rangers qui étaient en patrouille de routine près du Lower Saddle se rendirent rapidement sur place pour répondre à leur appel de détresse. Malgré leur proximité et leur intervention rapide, il était malheureusement trop tard pour sauver Mary. À leur arrivée, les rangers trouvèrent Mary inanimée et toutes les tentatives pour la réanimer échouèrent. Bien qu'elle ait porté un casque durant l'ascension, celui-ci ne put la protéger de l'impact causé par une chute d'une telle hauteur abrupte. N'ayant plus d'autres options, les rangers déclarèrent son décès après avoir consulté le médecin du parc. Elle fut ensuite évacuée par hélicoptère vers le bureau du coroner pour une confirmation officielle de son décès. Pendant ce temps, d'autres membres de Jackson Hole Mountain Guides qui étaient intervenus sur les lieux escortèrent le partenaire d'escalade de Mary depuis le Upper Saddle jusqu'au Lower Saddle, puis jusqu'au point de départ du sentier, au fond de la vallée. La mort de Mary fut un choc pour une raison majeure. Plus tôt dans l'année, elle avait réussi l'ascension du mont Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Cette ascension l'avait obligée à parcourir une altitude de près de 20 000 pieds, un exploit que beaucoup échouent à réaliser. Il était évident que Mary était une grimpeuse chevronnée qui maîtrisait bien son art et ne devrait avoir rencontré aucune difficulté à naviguer sur le Grand Téton. Lorsque la nouvelle de la disparition de Mary atteignit sa famille et ses amis, ils furent choqués et dévastés. Conscient de ses compétences en escalade. Son frère, John Conley, exprima leur incrédulité en déclarant qu'il était inimaginable que cela puisse arriver. Il décrivit également sa sœur comme une grimpeuse très expérimentée et une passionnée de fitness. En dehors de l'escalade, Mary était une fille, une épouse, une mère et une sœur dévouée et aimante. Elle était également activement impliquée dans l'agence Santa Fe Tag de la famille à Edmond et participait à diverses activités caritatives. Pour ses amis, Mary était une personne sur laquelle on pouvait toujours compter, se rendant disponible pour aider en toute situation, même si cela devait lui causer un certain inconfort. Elle fut finalement inhumée le 22 juillet lors d'une cérémonie d'enterrement à laquelle assistèrent de ses amis et sa famille.